Ah, Nintendo. Une société charmante qui a fait des consoles avec des jeux incroyables pour toutes les générations et qui banne les simulateurs 3DS et Switch car soi-disant ça incite les gens à pirater des jeux vidéo. À part ça, ils étaient à la pointe de la technologie en démocratisant réellement le jeu en ligne à partir de la Nintendo DS ou en proposant des accessoires pour leurs consoles comme la Satellaview sur la Super Famicom ou la Nintendo 64DD qui offrira non seulement des jeux exclusifs mais aussi l'accès à l'envoi de créations uniques vers Internet, même si cela est parfois oublié. Vous voyez le lien avec les 3 trucs que je viens de citer? Ce sont des accessoires qui donnent accès à un réseau sur une console qui n'a pas été pourtant faite pour ça. Dans cette vidéo, on parlera d'un truc similaire, mais cette fois sorti en 1988, à une époque où Internet n'existait tout simplement pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous parler de la Famicom Network System. Nous sommes en 1987. Cette année 1987, que ça soit à côté Nintendo ou de la concurrence, tout va pour le mieux. La NES sort en Europe de l'Ouest et en France en octobre 1987. Console qui sera distribuée par Bandai avec 27 jeux disponibles dès le lancement. Au Japon, la Famicom obtient quelques bons jeux grâce à la Famicom Disk System cette année-là, avec d'excellents jeux comme Zelda 2, Famicom Grand Prix et Punch-Out. La PC Engine débarque au Japon cette même année, une console avec des graphismes très beaux pour l'époque, créée par NEC et Hudson Soft. L'année 87 est aussi l'année où le PDG de Nintendo à l'époque, Hiroshi Yamauchi, voulait tirer parti de la présence de Famicom dans un tiers des foyers japonais pour amener Nintendo dans l'industrie de la communication qui est beaucoup plus vaste et pratiquement illimitée. Yamauchi pensait que la Famicom deviendra dans le futur implémentée partout comme le téléphone. Maintenant la question est comment? Mi-1987, Nintendo s'associe avec Nomura Securities, une compagnie offrant des services financiers pour créer un service de réseau au Japon pour la Famicom. Le designer de cette dernière, Masayuki Uemura, a été contacté par le grand patron, si j'ose dire, pour développer l'accessoire. L'idée, c'est de transformer la Famicom en terminal et en le branchant au réseau téléphonique pour voir la bourse, puis acheter et vendre des actions. Uemura se met au travail. Et voici ce qui en sort du bâtiment du Nintendo Research and Development 2, la Famicom Network System, qu'on appellera pour des raisons de rapidité, la Famicom Modem. Le modem se met dans le port cartouche de la Famicom, qui se trouve en haut de la console, contrairement au seul modèle de NES qu'on a eu ici en Europe. On n'a jamais eu, hélas, de top loader comme en Amérique ou au Japon. Cet accessoire lie aussi des cartouches, mais faites spécialement pour l'accessoire, ressemblant à ceux de la PC Engine. Il a aussi un port téléphone où il faudra connecter une sorte de multiprise au téléphone, et aussi à la prise téléphonique. Pour que ça soit plus facile à utiliser, une manette avec des boutons numériques est livrée avec la console. L'accessoire est une première fois fabriqué à 1500 exemplaires en juin 1988 et a été distribué à 1500 clients de chez Nomura Securities pour tester le modem. D'après Uemura, pour les 1500 bêta-testeurs, regarder les cours de la bourse depuis chez soi, c'était la meilleure chose qui pouvait les arriver. Je crois qu'ils sont aimés. Pour le petit contexte historique, le Japon était en pleine croissance économique depuis les années 60 et en 1986, une bulle spéculative survint au Japon qui concernera l'immobilier et les actifs financiers. Bulle qui a été provoquée par un rapatriement rapide des capitaux japonais en provenance des États-Unis à la suite d'une dépréciation brutale du dollar américain liée aux accords de Plaza de 1985
Et oui, je comprends que dalle. En gros, c'était une opportunité d'être riche et aussi de perdre des thunes après, mais vous allez voir ça après. Donc, les gens investissaient beaucoup en bourse à l'époque. Donc, faire chez soi en pas trop de temps, c'était très intéressant pour certains qui voyaient un grand potentiel sur l'accessoire qui sortira en septembre 88. Selon le PDG en 88, lors d'un rapport d'entreprise, cet accessoire pourrait, je cite, connecter des maisons avec des Famicom à un service de communication qui donnerait à ces derniers de nouvelles formes de divertissement et une nouvelle façon d'accéder à l'information. C'était quand même incroyable. En 88, il n'y avait même pas de genre de réseau comme ça sur console de jeux vidéo. L'équivalent hors console de l'accessoire sera le système Sifax au Royaume-Uni, du télétexte qui diffusait de l'info en boucle, et la bourse sur la télé. Mais bon, là c'est au Japon, donc pas de Sifax, donc c'est une opportunité à Nintendo d'entrer dans le marché de la communication, comme dit précédemment. Nintendo était tellement hypé sur ce truc qui allait être pour eux le futur, qu'ils sont fait ça. Le Tatashi 1200. En gros, une Famicom avec le modem intégré, mais sur le port cartouche pour les jeux. Si t'avais cette Nintendo pour ton anniv, c'est tout simplement que t'étais un adulte et qui avait besoin de rapporter des thunes à la maison. Les autres compagnies étaient aussi hypées, tant qu'ils sont fait des clones du Famicom modem comme le TVNet ou le Famnet. D'ailleurs, il y a eu pour le TVNet une imprimante. Une imprimante sur une console de jeux vidéo, c'est quand même quelque chose, hein. C'est la Game Boy Printer avant l'heure. C'est tout pour le côté hardware, passons maintenant au côté software. Il y a eu quelques logiciels disponibles pour l'accessoire, dont la plupart sont des logiciels de trading. Donc en gros, Titon, sait-on, peut investir dans les actions Tongana et ruiner sa famille. Ne vous inquiétez pas, les gens, les logiciels étaient verrouillés grâce à un code, donc on ne verra sûrement jamais de Titan qui a essayé d'investir dans les actions Tongana. Est-ce qu'au moins il y a quelqu'un qui a la ref? Il y en a eu de tout. Il y a eu comme mascotte des loutres trop mignons, Popeye et même Astro Boy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Tout ça pour acheter des actions. Je crois que Titouan veut jouer à Wall Street Kid 2 à la avec Popeye. Il y a eu aussi des logiciels pour voir son compte bancaire sur Famicom Modem. C'est l'ancêtre des applications de banque, genre la caisse d'épargne ou LCL, tout ça. Mais ici encore avec des mascottes comme Doraemon. Ouais, les japonais en fait ils s'en fichent si leurs gamins font du mus avec leur thune. Hein. Cependant, il y a eu 4 logiciels qui m'ont attiré l'œil. En tout cas, des logiciels qui n'ont rien à voir avec la banque ou le trading. Le premier et le plus mystérieux est fait pour faire du sport et est livré avec un vélo Tapart. On commence bien. Le Famicom Fitness System, sorti en 1988, uniquement pour les employés de Bridgestone, car je sais pas. En gros, t'avais un vélo Tapart à brancher sur la console et tu pouvais faire du sport. Je sais pas quoi dire d'autre, je comprends que dalle, mais qui a eu cette idée? Le second logiciel, c'est Tsuchin Shoji Club, sorti en 1990 par Konami. Oui, ceux qui ont créé la franchise Castlevania et aussi le Laser Scope. Et c'est le seul jeu sorti dans toute la ludothèque incroyable de l'accessoire. Rien que ça. En gros, tu pouvais jouer avec un autre gars au Shoji grâce à l'online de l'accessoire. C'est pas le meilleur jeu en moins, mais bon, ça fait passer le temps. Ça fait un peu rappeler les jeux d'échecs en ligne. Le troisième logiciel est le Super Mario Club, qui n'a rien à voir avec le club Nintendo. D'abord sorti en 1990, puis réédité en 1991. En gros, c'était un répertoire en ligne distribué qu'au magasin, mais utilisé par les clients pour voir et donner les avis sur les derniers jeux du moment. L'équivalent aujourd'hui serait les contenus faits par les fans sur jeuxvideo.com. Hein. Pour le quatrième logiciel, si je vous dis qu'il y a eu le PMU sur une console Nintendo, comment réagirez-vous? Ah bah non, du coup, vous avez vu ça dans la mini. En effet, il y a eu le PMU sur une console Nintendo. J'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie. En 91, le JRA, l'association japonaise de paris de course de chevaux,
qui appartient à l'État, car lui c'est hyper strict, les jeux d'argent au pays du soleil levant, a décidé de sortir son logiciel de paris sportif sur le modem. Un ancêtre lointain des applis de paris, comme l'appli TuPMU. D'ailleurs, c'était le logiciel le plus utilisé de cet accessoire, représentant 35% des paris de course de chevaux en 1991. Vous pouvez parier des courses de chevaux sur leur Famicom. Et d'ailleurs, le service a fermé en 2015. Soit 8 ans après la fin du support technique de cette dernière, soit 12 ans après la fin de production de la Famicom, soit littéralement 24 ans après l'ouverture du service. Bon, il n'y avait pas que du bien non plus avec le Famicom modem. Déjà, il fallait avoir un abonnement au téléphone. Et au début du service, il y avait des problèmes de connexion, ce qui est quand même ballot pour un logiciel qui doit se connecter dans un réseau. Dites-vous quand même que l'accessoire a failli débarquer aux États-Unis à mi-1989 en partenariat avec AT&T. Le service n'est jamais sorti aux États-Unis ni même en dehors du Japon, mais bon, peut-être au Japon il y a eu son succès mérité, non ? Désolé de le dire, mais ça a été un bide. Plusieurs événements ont fait qu'il y a eu peu de succès pour cet accessoire. Déjà, on considérait à l'époque la Famicom comme un jouet et non un ordinateur où on peut gérer de l'argent. Puis en 1990, la Super Nintendo sortait, donc la Famicom devenait du jour au lendemain obsolète. Aussi que cette même année, la bulle spéculative japonaise explose, donc l'économie japonaise entame une très longue descente aux enfers, et les gens perdent de goût à la bourse. C'est seulement avec 150 000 exemplaires vendus, et avec un pic d'utilisateurs simultané à 20 000 personnes que la Famicom modem est considérée comme pas rentable. En 1991, tous les services gérés par Nintendo et quelques tiers ferment. Cette même année, Hiroshi Yamauchi, déçu mais ferme, dit, je cite, « Ce n'est qu'une question de temps. Quand les gens seront prêts, on a le réseau en place. » Il a fallu attendre vers 2005 pour que l'online sur une console Nintendo soit utilisé très régulièrement avec le Nintendo Wi-Fi Connection sur la Nintendo DS. C'était quand même incroyable que la Famicom, soit la NES pour nous, pouvait se connecter en ligne à une époque où Internet n'existait pas encore, puisqu'il fut créé qu'en 1989. D'ailleurs, c'est en ayant de l'expérience sur l'online que Nintendo a essayé encore de démocratiser ça sur les consoles de salon comme en 1995 avec le Satellite View sur Super Famicom. Polygon 3D en a parlé, c'est bien, je vous recommande, le lien est dans la description. Ou encore en 1998 sur le Nintendo 64 DD, le Ronet, qui a aussi floppé, mais bon, c'était la 64. J'aurais voulu en parler plus sur les logiciels proposés, mais le hic avec la Famicom Network System, c'est qu'il a eu peu de succès, donc la plupart des logiciels publiés sur le modem a littéralement disparu. Sinon, comme c'est sorti qu'au Japon, il y a eu pas beaucoup de documentation, que ça soit en français ou en anglais. Je mettrai bien sûr les sources en description, et d'ailleurs je remercie beaucoup aux gens qui traduisent les articles des journaux japonais. C'est des gens bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je voulais parler de ça depuis longtemps, et d'ailleurs j'en suis désolé que ça a pris trop de temps. Promis, je ne me promettrai plus de sortie de vidéo, comme ça vous n'êtes pas déçus, et que je pourrai prendre tout mon temps. Si vous voulez une autre vidéo comme ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et aussi de commenter pourquoi pas. Car comme dirait quelqu'un que j'admire, et aussi que c'est mon pote, car s'il n'y a pas d'abonnés en plus, il n'y a pas de motivation, et donc s'il n'y a pas de motivation, il n'y a plus de vidéos. Sur ce, à bientôt les gens bien.